toutes et à tous. Merci d'être à nouveau avec nous pour un nouveau webinaire de la chaîne Qualité et Formation, Formation professionnelle, oui. Et aujourd'hui, j'accueille mon ami et collègue et inversement David Guimard, qui est un grand connaisseur et un spécialiste du bilan de compétences. Puisque en fait nous abordons une série de webinaires sur les 4 catégories d'actions de développement des compétences qui sont inscrites à l'article L 6313-1 du Code du travail, qui sont les 4 catégories de Calliope. Donc nous avons fait l'accompagnement VAE le mois dernier, et puis ce mois-ci c'est le bilan de compétences, donc la catégorie 2. Voilà, je vous présente donc David Guimard, qui est à Grenoble, au soleil, dans les montagnes, et qui va donc nous présenter les motivations, la réglementation, comment on gère les questions, les indicateurs Calliope, la formation, la durée, enfin voilà. Donc tu peux te présenter, David, et puis je te laisse la parole. Et bonjour, donc David Guimard, je suis le co-gérant de l'organisme Oxéo. On est un organisme de formation et centre de bilan de compétences en Nord-Isère. Dans mon activité, évidemment, je fais des bilans, mais également on accompagne des centres de bilan de compétences dans leur démarche de certification. Voilà, et puis notre façon de faire, c'est d'essayer d'être le plus pragmatique possible pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les indicateurs, qu'est-ce qui se cache derrière les articles de loi, pour pouvoir être opérationnel et efficacement et pragmatiquement. Voilà. Donc, comme dit Michel, il y aura 5 thèmes, les motivations, qu'est-ce qui nous amène à faire un bilan. Et donc forcément, à travers les motivations, qu'est-ce qui nous amène à faire un bilan? C'est forcément quels sont les objectifs d'un bilan. Et un bilan, pourquoi faire? Et là aussi, on rejoint encore la démarche Calliope, puisque il y a des indicateurs qui nous demandent, notamment sur l'ensemble des critères 2, de définir les besoins avant d'intervenir. L'indicateur 4. Exactement. Et en plus, c'est intéressant parce que comme le bilan de compétences vient de passer finalement dans des actions concourant au développement des compétences, on rentre sur une réglementation qui est un peu nouvelle pour les prestataires de bilan de compétences. Ce qui n'était pas possible hier devient possible aujourd'hui et avec d'autres obligations. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur le bilan de compétences, dans les textes réglementaires, et si vous allez sur le site du ministère du Travail sur la rubrique bilan de compétences, en fait, il est carrément écrit qu'un bilan de compétences, il est question d'analyser des compétences personnelles et professionnelles, des aptitudes et des motivations. Et puis, le bilan de compétences, c'est aussi un outil de gestion des compétences. Définir ce que sont des compétences mobilisables dans un cadre professionnel. Voilà. Excusez-moi, mais avant, parce que je n'ai pas forcément l'habitude, moi je suis pas un grand spécialiste du webinaire. Ah, mais c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Donc en fait, ce qui veut dire aussi, c'est que dans le cadre, dans le cadre juridique, la reconnaissance des compétences personnelles est vraiment donc acceptée dans le centre du bilan de compétences. C'est sans doute pour cela qu'il y a de nombreux bilan de compétences qui commence par des tests de personnalité, mais le test de personnalité n'est pas une pièce indispensable et obligée du bilan de compétences. On peut très bien faire un bilan de compétences sans passer par un test de personnalité quel qu'il soit. Et si, si un test de personnalité, il doit être fait par un psychologue accrédité, habilité ou... Pas du tout, ça dépend du test. Un test de personnalité. En fait, ça dépend du test. Ça va dépendre déjà de l'éditeur du test, parce que vous avez des éditeurs de test qui vont demander à ce que pour utiliser un test, il faut être formé à ce test.
pour utiliser ce test, on ne forme que des psychologues, on ne forme que des spécialistes des ressources humaines. Pour ce test-là, n'importe qui peut être formé. En fait, ça va dépendre de l'éditeur du test. D'accord. Ça ne dépend pas du bilan de compétences et du centre de bilan de compétences. Alors en effet, c'est là où il y a une évolution aussi par rapport à cela. C'est que au préalable, les centres de bilan de compétences qui voulaient vendre des prestations de bilan de compétences devaient être reconnus par un eau passif. C'est ça. Et le plus souvent, le font GESIF, d'ailleurs. Et dans les exigences de ces eaux passifs-là, dans le cahier des charges, notamment, on demandait à ce qu'il y ait un psychologue qui soit rattaché au centre de bilan de compétences. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça, et c'est un petit peu pas la magie, mais enfin le fait qu'on est passé à cette définition des 4 actions de développement des compétences, action de formation, bilan de compétences, accompagnement VAE et apprentissage. Et du coup, ça ouvre des perspectives, des portes pour pas mal de gens. C'est moins compliqué qu'avant un petit peu. Et alors, on a une question justement, quelqu'un qui nous dit, Muriel, qui nous dit, et justement, quels sont les tests que vous utilisez au XEO, j'imagine. Alors nous, on utilise des tests, un test de personnalité qui est édité par une maison d'édition Janus, c'est un test de personnalité global. Ce matin, j'accompagnais une personne qui utilise d'autres tests qui peuvent exister, mais en fait, je dirais presque. Alors évidemment, nous, nos tests, on l'apprécie, on l'utilise pleinement, et je dirais que l'essentiel du test, c'est d'arriver à. Déjà, il faut en avoir la maîtrise. Il faut en avoir une bonne maîtrise, se former. C'est pas forcément un test que l'on trouve sur Internet. Se former à ce test parce que c'est dans la maîtrise et dans le rapport que l'on va avoir avec le bénéficiaire, puisque une personne qui suit un bilan de compétences est un bénéficiaire, c'est pas juste un stagiaire. Et en fait, il faut être capable d'aller au-delà de je suis comme ça aujourd'hui. Ça peut être bien d'essayer de comprendre aussi pourquoi on est comme ça. Quels sont les leviers d'action? Quelles sont nos forces? Quels sont nos freins? Est-ce que ces freins peuvent être levés? Par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'utilise pas de tests. Je n'aime pas, par exemple, les tests où, quand on les remplit, on a automatiquement une réponse. Voilà, donc vous avez mis dans votre matrice que vous vous appeliez David Guimard, donc on va vous dire, David Guimard, vous avez ce profil-là et ça sort automatiquement. Moi, j'aime bien que dans le bilan, on ait des résultats du test et qu'il y ait une interaction avec le consultant qui va être capable d'aller chercher aussi par le dialogue, par le discours, un approfondissement de la personnalité de la personne au-delà et bien plus loin qu'un simple indicateur qui sort sur un test. Voilà. Super, continue, c'est vachement intéressant. On nous demande combien coûte un bilan de compétences de personnes au chômage. Je prends les questions au fur et à mesure, hein, après on continue sur la slide suivante. Ouais. Et ben en fait, un bilan de compétences aux personnes au chômage. Alors là encore, c'est la magie des transformations et du CPF et compagnie. Il y a encore 1 an et demi, même 6 mois, 7 mois, pour faire un bilan de compétences au chômage, on allait chez Pôle Emploi et puis on négociait avec Pôle Emploi le financement d'un bilan de compétences. Pôle Emploi à ce moment-là demandait à ce que le bilan de compétences fasse une vingtaine d'heures, ni plus ni moins. Et donc nous mettait aussi, et Pôle Emploi déclenchait les financements. Donc Pôle Emploi nous mettait également en concurrence avec d'autres centres de bilan de compétences. Souvent, c'était le moins cher qui pouvait être pris, voire le plus proche, ça arrivait aussi de temps en temps, voire les 2 ou 3 centres de bilan de compétences qui étaient reconnus par tel conseiller d'emploi et tel conseiller de Pôle Emploi. Aujourd'hui, c'est différent. Un centre de bilan de compétences, d'une manière générale, il est financé par le CPF, quand on est même demandeur d'emploi. Quand on est en procédure de licenciement économique, eh bien, on va pouvoir bénéficier d'un bilan de compétences si le conseiller Pôle emploi spécialisé en CEP estime que le bilan de compétences est nécessaire. Et à ce moment-là, par exemple en ce moment, il y a des fonds avec le FSE
pour les demandeurs d'emploi qui sont licenciés économiques. Pôle emploi, à ce moment-là, va aller chercher les centres de bilan de compétences qui sont à proximité, qui sont référencés sur leur base Kairos. Voilà. Si vous n'êtes pas licencié économique, vous pouvez toujours essayer de négocier avec Pôle emploi qui vous paye un bilan de compétences. Mais dans les faits, vous utiliserez d'abord votre CPF et éventuellement Pôle emploi pourra compléter. Mais à la base, on commence par utiliser le CPF. Ça, c'est le Alors après, financement, le financement le plus courant. C'est d'abord le premier financement, quoi. c'est le CPF. Il y a vraiment un allègement qui se fait lorsque l'on est Voilà. Alors la licencié économique. personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui nous demande, j'ai 53 ans, et je sais plus, est-ce qu'il y a un âge requis minimum et un âge requis maximum pour passer un bilan de compétences? Alors, il y a pas un âge requis maximal, il y a une situation professionnelle. Un bilan de compétences, c'est fait pour analyser les compétences personnelles, professionnelles, aptitudes et motivations en vue d'une évolution professionnelle. Donc, il est évident que lorsqu'on est rentré, d'abord quand on est à la retraite, c'est trop tard pour faire un bilan de Ah bah mince, personnalité je et de voulais faire le compétences. mien. Non, mais des fois, ça peut être intéressant parce que ça peut être aussi un test de personnalité financé au nom d'un bilan de compétences pour faire finalement une Ouais, préparation de départ à la retraite. ouais. Et puis quand on est aussi finalement demandeur d'emploi, mais qu'on est dans on va dire dans la case je ne retournerai pas travailler parce que je suis dans un dispositif particulier, ça va être difficile de se faire financer un bilan de compétences. Néanmoins, tant que vous n'êtes pas officiellement à la retraite, vous pouvez, si ça vous intéresse, par le biais de votre CPF, puisque vous avez toujours votre CPF, aller faire un bilan de compétences. Mais vous ne passerez Voilà. pas par Pôle emploi. Alors après, à 53 ans, je ne sais pas, ça va dépendre du cas de la personne. Et puis si elle est réellement dans une démarche de retrouver un job, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas lui faire un bilan de compétences à Voilà. 53 ans. Alors, on va peut-être arrêter de répondre à toutes ces questions pratiques, puisque visiblement, nos amis connectés se répondent entre eux, ce qui est très très bien. J'aime beaucoup ça dans nos webinaires, c'est que des questions sont posées, puis on trouve des réponses. Merci à vous d'être aussi actifs pendant le webinaire, je trouve ça formidable. Juste une question sur le prix à peu près, quand même, Et là, le prix, il y a tout. Vous allez sur des CPF, il y a tout. Alors déjà, faut prendre conscience que vous avez des centres de bilan de compétences qui sont non assujettis à TVA et il y en a d'autres qui sont assujettis à TVA. Et donc, mine de rien, il y a déjà la TVA qui se rajoute et vous, c'est en tant que 20%. particulier, Ouais. vous payez en net. Voilà. Et puis après, le prix, ça va dépendre. Moi, hier, j'ai accompagné quelqu'un qui fait un bilan de compétences, mais que sur 8 heures, à 900 euros. Voilà. Moi, personnellement, je fais des bilans de compétences qui vont en fonction de la durée de 900 euros à 1800. Je parle en TTC. Hein. Il y a des confrères qui sont. Alors, en général, ce que j'ai pu observer, c'est qu'un bilan de compétences, quand il tourne autour d'une vingtaine d'heures, il tourne autour de C'est 1400, le 1500 maximum euros. 20 heures, hein, c'est ça? C'est Non, 24 le c'est maximum. 24. D'accord. Ouais, c'est Très bien. 24 heures le maximum. Bon, eh ben, on continue sur les infos suivantes qu'on avance. C'est formidable, en tout cas, toutes ces réponses. Merci, David. Ben oui, parce qu'en Je vous en fait, prie, même Michel. pour moi, c'est un domaine complètement nouveau, le bilan de compétences. Et bon, et c'est intéressant, mais quand on fait de l'accompagnement comme quelques personnes qui sont là sur le webinaire, qui font du bilan de compétences, voilà, j'aime bien acquérir moi aussi des compétences. Donc, un grand spécialiste comme toi, c'est intéressant. Voilà. Allez, on continue. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Euh, alors ensuite, le bilan de compétences, c'est un cadre enfin, c'est très cadré, c'est très réglementé, parce que justement, on comprend bien que on peut facilement le dévoyer. Donc du coup, il y a un contexte réglementaire qui est assez important. Il faut voir aussi, si vous regardez, vous avez un arrêté du 31 juillet 2009. Le bilan de compétences est ouvert aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires cumulent également des heures CPF, sauf qu'aujourd'hui, pour les libérer, c'est un peu compliqué. Il faut qu'ils passent par leur responsable des ressources humaines et tout ça. Mais donc, du coup, c'est possible de faire un bilan de compétences en passant par la case ressources humaines de la fonction publique et territoriale avec laquelle on travaille. Et il y a un cadre spécifique. Ensuite, je vous ai mis la loi 2018 de la liberté de choisir son avenir professionnel, qui n'a pas fondamentalement changé l'esprit du bilan de compétences sur les phasages et compagnie, mais qui l'a changé dans le sens où ça devient une action concourant au développement des compétences. Donc, c'est une des 4 actions avec les actions de formation, les CFA et les VAE du concourant au développement des compétences. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un centre de bilan de compétences doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Voilà. C'est la base. Ce qui n'était pas le cas il y a Et encore moi, je dis que c'est quelques une mois. des explications du fait que, parce que moi, je télécharge assez régulièrement la base nationale des organismes ayant un NDA, qui est mise à jour quotidiennement par le ministère du Travail, en fonction des nouvelles déclarations d'activité reçues par les différents directs, et puis de celles qu'on élimine parce qu'ils n'ont pas donné de BPF, etc. Et on était à 80 et quelques mille, et puis on est passé, la dernière fois que j'ai téléchargé, on était à presque 100 000, plus de 98 000. Et il y a une augmentation quand même Oui, qui est vraiment très nette. Et je pense, moi, que c'est dû à ça, à l'obligation des organismes qui font des bilans de compétences d'avoir un NDA, ce qui n'était pas obligatoire avant. Et pareil pour l'accompagnement à la VAE, et pareil pour l'apprentissage, puisque l'apprentissage se développe, alors qu'avant, il était réservé. Il était réservé, quoi. On ne pouvait pas développer des centres d'apprentissage comme ça. Voilà, je vais faire la parenthèse. ouais. Et puis Michel, toi qui accompagnes de nombreux organismes de formation dans leur démarche de certification, tu as également tous les gens qui font des actions, tous ces formateurs indépendants qui se mettent aussi à devoir déclarer Absolument. J'ai leur encore le cas à déclaration. Lyon ce matin là, de quelqu'un qui a déposé un numéro de déclaration d'activité avec des sous-traitants. La directe dit, mais est-ce que vous avez bien les numéros de déclaration d'activité des sous-traitants? Ah. Voilà. C'est ça. Et moi, j'accompagne un centre de formation en sport et même le mec qui intervient en kayak doit avoir son numéro de déclaration d'activité. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça peut sembler compliqué pour tout le monde d'avoir ce numéro de déclaration d'activité. Mais pour moi, la démarche Calliope d'une manière générale, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est Bon, une après, amie que j'en parlais tout à l'heure c'est pas avec le un sujet. ami là qui est dans mes bureaux aussi à côté et qui travaille sur le marketing et la communication, etc. Puis on dit mais c'est effectivement un atout pour communiquer Calliope, pour s'organiser. Donc voilà. Alors on revient C'est sur le ça. thème de la. On va revenir là-dessus. Vous avez en haut 3 articles que vous pouvez Les consulter liens sont cliquables, facilement hein, sur c'est-à-dire que Internet. les articles, ils sont soulignés parce qu'ils sont cliquables. Donc, quand vous dans le PDF, quand vous téléchargerez Normalement, le ouais. PDF, vous cliquez sur les liens, vous arrivez directement sur Voilà. legifrance.gouv.fr. Et puis, je pense, David, que tu les as mis dans le document en téléchargement. Ouais. Alors, j'ai pas mis les articles en tant que tels parce que finalement, ils sont C'est repris ça, dans les d'accord. textes de loi et les textes de décret. Donc, vous avez la loi qui est, bon, elle est longue, hein, euh, alors, je vois une question. Est-ce que les bilans de compétences ont un nombre d'heures ça, c'est donc Adrien. Euh, c'est, on va revenir sur les heures du bilan de compétences. Un peu plus loin dans le slide, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez un décret qui est vraiment le décret, on va dire, structurant du bilan de compétences, dans lequel tout est écrit. Et dans ce décret, finalement, euh, ce décret, il va vous parler de quoi? Alors, je crois que c'est sur le slide d'après. Eh ben, il vous dit qu'un bilan de compétences, ça se fait en 3 étapes. D'accord? Et ce sont 3 étapes obligatoires. Et quand le prestataire de bilan de compétences fait un bilan de compétences, il doit faire une synthèse. Et cette synthèse, elle doit respecter ces 3 étapes. Cette synthèse, évidemment, elle est remise aux bénéficiaires et elle doit être conservée pendant un certain temps. On verra ça aussi plus tard, les problèmes liés à la conservation des documents. La première étape, c'est une phase préliminaire. C'est une phase préliminaire
qui permet d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire. En ce en quoi, ça n'a rien de différent de C'est en plein l'indicateur dedans, 4 de oui. Calliope. Donc ça veut dire qu'en répondant à cet indicateur 4, vous répondez déjà à à ce petit A. Vous devez également déterminer le format le plus adapté à la situation et aux besoins. Donc là encore, vous répondez à l'indicateur 5, par exemple de Calliope. Vous répondez à l'indicateur qui vous demande sur les moyens mis en œuvre, sur l'adaptation au public, de définir conjointement les modalités du déroulement du bilan. Donc ça, c'est l'indicateur 6 que vous allez avoir dans Calliope. Donc vous voyez, en fait, finalement, Calliope et la réglementation, parce que ça, c'est un texte de loi, Calliope étant un texte de loi, et là, c'est encore un texte de loi, et les deux se rejoignent, donc ça ne donne pas de travail en plus. Le fait de respecter l'un permet de C'est décrocher un l'autre. petit peu l'idée aussi, hein, mais c'est plus quand Ouais. même de l'organisationnel et du mode gestion de projet, comment vous gérez les processus, que du contrôle réglementaire. Hein. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que si on passe Calliope pour répondre à Oui, la loi, on fait une dépense. Et si on s'en sert pour progresser, optimiser, exactement. s'organiser, ça devient un investissement. Oui, 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 on est d'accord. Donc, mais voilà. Alors ensuite, euh, Alors ensuite, vous avez euh, analysé la demande et le besoin du bénéficiaire parce que justement, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de durée sur un bilan de compétences. Un bilan de compétences fait 24 heures maximales. Donc, mais vous pouvez proposer un bilan de 8 heures, un bilan de 10 heures. L'essentiel, c'est que quand vous proposez une durée, elle correspond au fait que vous avez bien identifié un objectif. Moi, par exemple, je propose 3 bilans. Parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin de valider un projet. Donc, comme ils ont juste besoin de valider le projet, ça veut dire que leur projet, il existe. C'est pas la peine de passer 24 heures sur la validation d'un projet. On leur fait passer un test de personnalité, on leur explique le résultat du test de personnalité, et après, on va travailler sur la validation du projet par rapport justement à leur test de personnalité pour définir un plan d'action. Et puis, vous avez des gens qui vont avoir besoin d'un bilan parce que ils ont une petite idée, ils ont 2 ou 3 projets dans la tête. Alors, on voit bien qu'il y a un peu plus de boulot, il y aura un peu plus de terrain, de recherche, d'enquête terrain et tout ça. Donc, moi, en général, je propose à 20 heures. Et puis, vous avez des gens qui sont dans un marasme complet. Ça fait 20 ans qu'ils bossent dans une boîte qui vient de fermer. Ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ils savent pas où ils en sont parce qu'ils ne se sont jamais posé la question en 20 ans. Et bien là, 24 heures, c'est bien. Des fois, c'est même insuffisant. Mais on n'a pas le droit de vendre plus que 24 heures. Ok. Euh, Là, j'ai une personne qui dit j'accompagne actuellement, donc c'est Agnès qui accompagne une personne qui part à la retraite dans un an et qui souhaite poursuivre d'être actif une fois retraité. Eh ben, il n'y a pas de souci, il suffit juste que le bilan commence avant qu'elle parte à la retraite. Parce qu'une fois qu'elle aura fait valoir ses droits à la retraite, elle ne pourra plus mobiliser son CPF. Mais d'ailleurs, c'est pas un problème de bilan, c'est un problème de CPF. Hein. Donc, comment on fait pour mobiliser son compte personnel de formation une fois qu'on est à la retraite, puisque le compte personnel de formation, il est fait pour l'évolution professionnelle. Pour la prise en charge des bilans sur les salariés, on revient un peu plus tard. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est une phase d'investigation qui permet aux bénéficiaires de construire son projet professionnel, d'en vérifier la pertinence, d'élaborer une ou plusieurs alternatives. Donc, c'est justement ça qui va peut-être, en tout cas chez moi, On a un problème, David. David, on a un problème avec ta connexion. Là, c'est pas bon. Bon. Allô, allô, allô. Ah, alors là, problème technique avec la connexion de notre ami David à, à Grenoble. Euh, peut-être. Non, David, c'est pas bon. Je ne sais pas là. Pas de son SVP, non, non. Euh,
Rupture, rupture de réseau. Excusez-moi, hein, mais on a, ça, c'est les inconvénients du direct. Voilà, il va se reconnecter. Il se reconnecte. Voilà. Alors, ben, nous avons Pascal Sophie Roussary qui est là dans la salle, qui est aussi une grande spécialiste des bilans de compétences. Donc, Pascal Sophie peut, parce que je ne pense pas qu'on puisse la faire intervenir. Pascal Sophie Roussary est donc la personne de Comsé Formation qui est également dans la salle et qui a répondu à plusieurs de vos questions et qui organise elle, beaucoup de formations sur comment faire des bilans de compétences et elle fait beaucoup de formations à distance avec si vous voulez vous former au bilan de compétences. Alors je vous laisse David m'appelle, ne quittez pas. Oui, allô. Pardon, donc je vous ai interrompu un petit peu. Alors, ouais, 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 ouais. Voilà, désolé de ces interruptions. Là, il arrive, David, hein, il va se reconnecter. Raccroche, David, parce que on attend que tu te reconnectes. Je ne vois pas encore, mais le voilà. Je raccroche. Donc tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Bienvenue, David. Désolé, Attends. hein, on prendra 10, 15 minutes de plus pour répondre à vos questions. Voilà. La diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà la diapo d'avant. Si c'est celle-là, Camille, que vous vouliez. Est-ce que c'est bien la diapo d'avant? Voilà. Alors, Donc notre, voilà, on a fini sur cette phase préliminaire. oui, Euh, donc vous avez vu cette phase préliminaire finalement, elle se fait même avant de débuter le bilan, puisque c'est de cette phase préliminaire qu'on va être capable de conseiller une durée de bilan et donc un prix, un coût et tout ça quoi. Et donc un dossier pour la prise en charge et tout ça. Ensuite, vous avez une phase d'investigation, donc c'est celle-là qui va être plus ou moins longue en fonction des projets de chacun. Cette phase d'investigation qui renvoie également, si on prend Calliope, indicateur 5, indicateur 11, l'indicateur, et alors, important aussi, l'indicateur 12 qui est sur l'engagement, puisque plus votre bilan va être long dans la durée, plus ça va être difficile de maintenir les gens dans un processus d'engagement. je rappelle que l'indicateur 12, il traite justement de la question des abandons.
Exactement. Quelle que soit la catégorie, hein, action de formation, bilan de compétences, BAE ou apprentissage. Et Alors, je dis toujours, et tu l'as dit d'ailleurs, David, tout à l'heure, que l'indicateur 12, il commence à l'indicateur 4, c'est-à-dire une bonne analyse du besoin. exactement. Une bonne analyse du besoin, un rythme adapté au profil de chacun. Moi, ça m'arrive d'accompagner des gens, bilan ou pas d'ailleurs, et qui se disent, ben, on a un taux d'abandon important. Ben oui, mais si vous mettez toutes vos formations et que c'est orienté pour du particulier, que vous la mettez à 14h30 le jeudi après-midi, ben ça marchera pas. Les gens, au bout d'un moment, ils pourront plus venir. Après, il y a des abandons qui, entre guillemets, le sont moins. Par exemple, vous faites un bilan de compétences parce que la personne a besoin de définir un projet professionnel et elle ne va pas au bout de son bilan parce que, en cours de bilan, elle a redéfini son projet professionnel, elle a retrouvé un job. Et Eh on ben, a changé de vie. Moi, c'est toujours ça. Je dis aussi les analyses, et ça, c'est dans les indicateurs sur comment vous analysez les abandons, comment vous analysez les plaintes, voilà. Je dis toujours, vous devez savoir si c'est l'abandon, il est endogène ou exogène. C'est-à-dire que c'est ça. l'abandon, si c'est une personne qui a changé de vie, ben, elle a abandonné, vous y êtes pas pour grand-chose, quoi. Mais il faut Voilà. savoir pourquoi elle abandonne et comment on la fait revenir à nous si on constate qu'elle décroche. Voilà. Toute la difficulté consiste donc à se poser la question, est-ce que la personne qui abandonne, elle abandonne parce que c'est sa vie qui évolue ou est-ce que c'est parce que je suis carrément pénible quand j'anime une formation ou un bilan de compétences et qu'on est à côté de la plaque. Voilà. Donc ça, c'est l'indicateur. Donc c'est toujours la deuxième phase du bilan. Et par contre, Michel, du coup, je peux plus évoluer les diapos. Tu me demandes, je les fais passer. Donc, Tu les tu vois? peux faire avancer au diapo suivant, s'il te plaît. Voilà. Et enfin, donc, il y a une phase de conclusion. Donc, à, à, à la voie d'entretien personnalisé. Donc, entretien personnalisé, on fait pas du collectif. On est dans une phase de rendez-vous individuel. C'est difficile. Alors, même si on est dans un groupe de 8 et que le formateur parle à Pierre et pendant que Paul, Jacques et Martine font autre chose, l'entretien, il n'est pas vraiment personnalisé. Il y a les autres qui sont derrière, tout ça. Euh, donc, je sais que nous, on fait que de l'individuel. Nos bilans, c'est de l'entretien individuel, c'est la restitution individuelle, surtout sur les tests de personnalité d'ailleurs. Parce que un bilan, souvent, ça brasse. Et donc, du coup, même si on n'est pas forcément des psychologues, on doit quand même avoir une posture bienveillante de consultant et que la parole puisse se libérer parce que euh, définir un projet professionnel sans oser parler aux consultants des problèmes qu'il peut y avoir à la maison ou des freins qu'il peut y avoir à droite et à gauche, bah, c'est difficile après de faire du bon boulot. Donc, il y a quand même une notion de confiance. D'ailleurs, même si c'est pas dans Calliope, il y a un code déontologique qui est mis en avant par le groupement des centres de bilan de compétences. Et c'est intéressant de respecter ce code déontologique. Les gens qui sont avec nous, en fait, ils se confient. Ils se confient systématiquement. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et là, sur les données personnelles, hein, Oui, oui, oui. Et puis des fois, il y a des. Moi, je vois, on utilise un test qui parfois, euh, alors, ne révèle pas parce que les gens, ils savent qui ils sont. Par contre, souvent, ça leur permet de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et d'un seul coup, ils vont se dire, mais tu te rends compte, ça fait 20 ans que je suis comme ça vient de là, et je le savais pas. Merci, vous m'expliquez, mais en fait, ils s'effondrent quand même. Il y en a certains qui s'effondrent. Donc, on peut pas forcément s'individualiser. Euh, il faut s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation. Bah ça, c'est la clé. Hein. Si votre bénéficiaire, quand il repart du bilan de compétences, n'est pas d'accord avec ce qui a été préconisé, ça marche pas. Et c'est là où c'est important. Parce que souvent, en tout cas dans un temps ancien, le bilan de compétences, on ressort du bilan de compétences, entre guillemets, avec une liste de métiers qu'on peut faire. Ben non, c'est pas ça un bilan de compétences. Un bilan de compétences, c'est pas une liste de métiers. D'abord, pour commencer, moi, je suis consultant, ça fait 25 ans que je suis consultant. Si je connais 100 métiers différents, c'est le bout du monde.
Et en plus, c'est que 100 métiers, je les connais à travers mon prisme, à travers moi. Donc, si c'est moi qui guide le bénéficiaire, il va forcément aller vers un des 100 métiers que je connais. Ben non, des métiers, il y en a plein. En plus, il y a des métiers qui se mettent à exister aujourd'hui que je connaissais pas quand je me suis mis dans le marché du travail. Donc, c'est aux bénéficiaires d'aller prospecter, d'aller chercher, d'aller identifier la voie du possible. Et après, le rôle du consultant, c'est de dire quelles sont les compétences, quelles sont les caractéristiques de ce métier que vous avez identifié, quelles sont vos compétences, quelles sont vos caractéristiques, et est-ce que les deux, ça peut matcher? Et si ça ne matche pas, est-ce qu'on peut mettre en place un plan d'action qui permet derrière que ça matche? Tu vois, Michel? C'est ça le principe, en fait. Et donc, du coup, c'est la personne qui s'approprie les résultats, donc c'est forcément elle qui va les trouver. C'est elle qui va aller chercher, ça. D'accord? Ensuite, on recense les conditions et les moyens favorisant la réalisation, les projets professionnels. Ben là encore, on va élaborer la recherche pour faire en sorte, est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que laquelle? Où? Quand? Donc là, c'est l'élaboration d'un plan d'action. Alors moi, j'adore ça, les plans d'action. Je suis un pro des plans d'action. J'en mets partout. Je le donne à tout le monde. Ça permet de répondre à l'indicateur 32. Ça permet, j'en mets de partout des plans d'action. Et je le centralise. Donc dans mon plan d'action, il y a tout. Comment? Tu es un homme. Ouais, je suis un homme de plan d'action. Je sais pas si c'est un homme d'action, mais je suis un homme de plan d'action. Voilà. Alors, j'ai la question là sur le code déontologique. Alors, moi, je sais que le code déontologique, d'abord, j'en avais trouvé un sur Internet. On met code déontologique, bilan de compétences, et vous avez une charte que vous allez pouvoir voir. Vous allez la consulter, et puis après, cette charte, elle est là, mais comme toutes les chartes, vous pouvez aussi l'adapter à votre sauce, à votre éthique. Y ajouter peut-être, pourquoi pas, certaines choses, selon que vous travaillez avec des sous-traitants, pas de sous-traitants. Donc, voilà, il y a une charte, on la trouve sur Internet assez facilement. Le petit C, prévoir les principales modalités et étapes des projets professionnels. Donc ça, c'est on complète le plan d'action. Et regardez, là, il y a marqué « dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences ». Donc, la réglementation, parce que ça, c'est un texte de loi, dit il est possible de bénéficier d'un entretien de suivi. Mais attention, Calliope dit il faut qu'il y ait un suivi Calliope, un suivi de l'entretien à 6 mois. Donc c'est dans l'indicateur sur le suivi à froid et à chaud. Donc ça doit être le 11. D'accord? Donc là, le Calliope est plus précis que le texte de loi. C'est une exigence complémentaire. Après, dans le texte de loi, on vous dit également que vous ne pouvez pas conserver de données personnelles. Donc là, c'est la RGPD qui est derrière. Mais on vous dit quand même que vous avez la possibilité de garder pendant 1 an, justement, les données qui vous permettent de faire ce suivi. Donc, vous ne pouvez pas garder les données personnelles, mais vous pouvez quand même garder, par exemple, le plan d'action qui a été défini, les préconisations qui ont été mises en place par une personne, pour une personne, et dans un délai d'1 an, vous pouvez la rappeler pour savoir où c'est. Ça, c'est le texte de loi. Calliope vous dit juste, n'attendez pas 1 an, vous le faites dans les 6 mois. Alors, c'est un exemple d'indicateur, hein, suivi d'entretien sur les 6 mois, mais c'est un exemple de preuve et sur lesquels les auditeurs s'appuient souvent. Voilà. Et puis 6 mois, finalement, c'est une bonne durée aussi. Ça a permis au temps, c'est pas trop long, pas trop court. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, si tu veux passer au slide suivant qui est très numérique. Oui. Voilà, il est simple celui-là. Le plus dur, ça a été d'aligner les chiffres. Ouais. Ce sont tous les indicateurs auxquels vous êtes concernés quand vous passez la certification Calliope. C'est-à-dire qu'il y en a 22. Voilà. Il y a 22 indicateurs. Alors, David, ces 22 indicateurs, c'est dans la colonne, puisqu'en fait, il y a 4 colonnes. Hein. Il y a la première colonne, c'est action de formation. La deuxième, c'est bilan de compétences. La troisième, c'est action VAE et l'accompagnement VAE. Et la quatrième, apprentissage.
Donc ça, c'est les 22 de la colonne bilan de compétences. On est d'accord? C'est ça. Ok, C'est ça. parfait. C'est Très ça. bien. Parce qu'en fait, pour expliquer rapidement pour nos amis qui connaîtraient pas encore, c'est qu'on a il y a 32 indicateurs dans Calliope qui sont répartis dans les 7 critères qualité qu'il faut respecter. Ces 32 indicateurs, seule la colonne apprentissage quand on fait de l'apprentissage, on a les 32 indicateurs. Quand on fait de l'accompagnement à la VAE, on en a 24, il me semble. Et quand on fait du bilan de compétences, on en a 22. Les 22 que vous avez sous les yeux. Et quand on fait de la formation, on en a, ça dépend, entre 23 et 28. Voilà. Je te laisse la parole, David. Non, c'est ça, parce que là, du coup, ce genre d'information va concerner un peu plus ceux qui veulent faire des bilans plutôt que ceux qui veulent les suivre. Oui. Bien que, même en les suivant, sachez qu'il y a un cadre. Il y a un cadre qualitatif, il y a un cadre réglementaire et que l'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bravo. Ouais, exactement. Ça, moi, je suis effaré d'entendre ce que j'entends, de voir ce que je vois. Alors, comme disait, je ne sais plus qui, quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai bien fait de penser ce que je pense. Mais du coup, ça fait un peu, alors, du ménage pour ceux qui veulent pas, on va dire, rentrer en gamme. Et puis, c'est une source de progrès pour ceux qui, en général, veulent s'y c'est mettre. ça, puis c'est aussi une source de dynamisme et il y a beaucoup de dynamisme dans Calliope en fait. C'est pour ça que je disais à quelqu'un tout à l'heure qui parlait dans le chat de Calliope normes. Non, Calliope ne repose pas sur des normes. Calliope, une certification de processus. Et c'est écrit dans le logo et c'est vachement important. Hein. Donc, c'est quel processus vous mettez en place pour développer un projet de bilan de compétences, un projet de développement d'une action de formation, d'un projet d'accompagnement à la VAE ou d'un projet d'apprentissage. Hein. Et ça tourne tout autour de ça. Alors, on continue avec la diapo suivante. Donc ça, c'est... Ouais. Des fois, on nous pose la question Calliope, est-ce que c'est une norme, est-ce que c'est une certification? Calliope, c'est avant tout un texte de loi. Hein. Oui, mais non, mais c'est un texte de loi avec 7 critères, avec 32 indicateurs, et c'est juste Calliope et le guide référentiel, tout ça, c'est comment mettre en musique tout ça pour répondre à une loi. Hein. Alors, attention, parce que souvent, bon, les textes de loi, c'est l'État qui les conçoit tout seul dans son coin. Là, c'est quand même des textes qui ont été élaborés par l'État avec la profession et ça se sent dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire, on n'est pas dans quelque chose qui est absolument du réglementaire. On est dans quelque chose qui a une dynamique auquel l'écosystème de la formation professionnelle a collaboré, la FFP, le SIGFI, des tas de... Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans les indicateurs qui vont parler de l'objectif. Parce que, et c'est là où il faut, et c'est là où je vais en revenir un peu plus loin d'ailleurs, mais c'est pas évident quand on fait des bilans de compétences ou quand on fait des formations autour du développement personnel, un objectif opérationnel et évaluable. C'est pas évident. Mais en même temps, c'est quand même un bon moyen de sortir du cliché. Mieux se connaître. Il n'y a rien de pire comme objectif que de dire mieux se connaître. Ça veut dire quoi? Et puis surtout, comment vous, en tant que consultant formateur, pouvez-vous vous assurer que la personne, en sortant de sa formation, elle se connaît mieux? Et puis à quoi ça sert de mieux se connaître? Si c'est pour... voilà. Quel est le côté opérationnel dans mon travail après, derrière? Puis finalement, ça sert à quoi de mieux se connaître? Professionnel et on n'est pas en formation de loisirs ou psycho, je sais pas quoi, oui. Oui, oui. Et puis finalement, on peut aussi se poser la question, ça sert à quoi de mieux se connaître? Pourquoi mieux se connaître? Et la réponse au pourquoi, c'est peut-être finalement ça l'objectif. Mieux se connaître n'étant que un outil, un passage. En vue de. D'accord. Donc, voilà l'ensemble des indicateurs. Maintenant, Michel, tu passes, s'il te plaît, au slide suivant. Ici, donc j'ai pas pris mon temps de les ranger. Vous avez les indicateurs qui sont faciles à mettre en place. Ils sont entre guillemets faciles à mettre en place parce que ils sont dans l'état d'esprit dans lequel on a l'habitude de travailler quand on fait un bilan de compétences. Alors,
évidemment, l'indicateur 1, la communication avec le programme, les 10 critères qu'il faut mettre dedans, bah, même si on ne le faisait pas avant, parce que on avait oublié de mettre tel point ou tel point, c'est facile à corriger. D'accord? Attention dans un bilan de compétences, il n'y a pas de prérequis. Mais sinon, c'est facile à corriger. Donc, ça en fait un paquet quand même qui sont faciles à mettre en place. Et si tu passes sur le slide… J'en profite pour dire, mon petit dada, que je dis toujours à tout le monde, en fait, Calliope, on est un peu dans Molière, c'est-à-dire que on fait de la qualité sans le savoir. Ah oui, complètement, ouais. Complètement, complètement. Et moi qui fais de la qualité depuis longtemps, j'avais toujours l'habitude. Alors c'est de la qualité, mais ça reste aussi un principe de management. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit, et j'écris ce que j'ai fait. Et sincèrement, si on est dans cette démarche-là, ben c'est tout Calliope, Ouais. c'est tous les principes de management, de leadership et compagnie. Donc de toute façon. Et en général, j'apporte les preuves de ce que je dis existe vraiment. Et donc, c'est aussi ça un peu Calliope, mais pas seulement sur les réseaux Tout ça. sociaux, partout, les gens vous disent des tas de choses. Je dis, mais tu tiens cette information d'où? Donc, donne-nous un lien qui montre que ce que tu me racontes existe vraiment et valide. Hein, parce que ouais, bah, voilà, parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fausses informations, rumeurs, etc. Donc déjà, quand on justifie ce qu'on explique, ce qu'on raconte, ça va déjà un peu mieux. Bon, je, je digresse un peu. Ouais, non, mais voilà. Là, je vois, il y a une interprète, Anne-Hélène qui dit si le bénéficiaire ne veut pas que nous gardions les données, nous sommes censés les détruire à la remise de la synthèse. Euh, oui et non, sachant que de toute façon, dans 6 mois, il faut reprendre contact avec cette personne, savoir où elle en est. Donc, c'est bien aussi de garder un minimum d'informations. En fait, les textes juridiques nous disent qu'on a 1 an pour les conserver. Donc, on peut conserver, alors, sauf des données qui sont trop personnelles, évidemment, à partir du moment où ça va servir à la démarche d'accompagnement en bilan de compétences. Et ensuite, bah, il y a des indicateurs qui sont un peu plus compliqués. Voilà, il y en a même un que j'ai oublié, là c'est le 18. C'est des indicateurs qui sont un peu plus compliqués à avoir parce qu'ils ne sont pas forcément dans la logique historique du bilan de compétences. Mettre des indicateurs de résultats à 6 mois, des indicateurs de résultats sur la performance du bilan de compétences, c'est pas dans la culture de l'accompagnement du bilan de compétences. Néanmoins, ça peut être intéressant parce que si on a un beau taux, pourquoi ne pas communiquer dessus? L'indicateur devient aussi un argument commercial. Le 5, Lequel qui devient l'indicateur 5. un argument commercial, dis-tu? Bah, quand on a des bons Oui, bien résultats sûr, en évidemment. termes Oui, de oui. suivi, C'est des le bons deux, résultats bien en sûr. termes de satisfaction, tout ça, ça devient un argument. Donc, pourquoi s'en cacher Absolument, au finalement, hein? contraire. Et puis, on a pris du temps à faire cet C'est bien indicateur. aussi Donc, pourquoi Calliope t'aide à mettre en avant tes points forts et n'est pas un contrôle réglementaire pour aller chercher des dysfonctionnements. oui, voilà, c'est ça. Le 5, qui est aussi compliqué parce que, en fait, on doit donner des objectifs évaluables, opérationnels et évaluables. Et ça, c'est pas toujours évident dans un bilan de compétences de définir des objectifs opérationnels et évaluables. Donc, bah voilà, je reprends l'exemple, hein, mieux se connaître, valider son projet. Alors, mieux se connaître, c'est compliqué. Comment on fait pour évaluer qu'à la fin des 24 heures de bilan, la personne se connaît mieux? D'accord? Et donc ça, c'est plus compliqué. Et donc là, bah, je veux dire, c'est au consultant et à l'organisme au centre de bilan de compétences d'arriver à travailler sur des objectifs qui soient parlants et mesurables. Après, valider un projet, c'est assez facile. La personne, en sortant, elle l'a validé ou elle l'a pas validé. Ça, c'est un objectif qui est facilement mesurable et opérationnel. Mais il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Ensuite, vous avez l'organigramme 11, eh ben, qui est ben, est-ce que l'objectif, on mesure l'atteinte aux objectifs, donc c'est le pendant du 5, hein, donc ça va ensemble. Vous avez le 17. Alors, attends, Le 17. juste une seconde sur le 11. Pour moi, le Oui. 11 ne peut pas être, il est forcément en corrélation avec le 8.
Puisqu'en fait, je gère un projet, donc un projet avec un début, une fin. En entrée de ce projet, au début, j'ai bien l'indicateur 8 qui me dit qu'est-ce que les gens savent, quelle est la position de la personne, peut-être dans le bilan de compétences, à l'entrée du projet. Et puis l'indicateur 11, c'est à la sortie. Hein. Et donc, j'ai bien je peux faire en formation professionnelle, en tout cas un QCM le matin et les gens me rendent le QCM vide et le même QCM le soir, ils me le rendent rempli avec des bonnes réponses. Donc j'ai bien en entrée et en sortie les acquis, ce que les gens savent en arrivant, puis les acquisitions en sortant, c'est-à-dire le bilan de ce qu'on a appris ensemble. Et je pense qu'en bilan de compétences, Oui. ça doit être pareil. Le 8, il est dans les bilans de compétences aussi. Ah, Non, alors, il n'y a pas de questionnaire de positionnement sur les ben bilans de voilà, c'est une compétences. info. Tu veux, ouais, enfin, parce que j'ai pas tous les indicateurs en tête. Alors, ben voilà. Non, non, il y a justement parce que ça peut être difficile et ça peut être même déstabilisant Ouais, c'est ça. pour une personne d'aller faire un questionnaire de positionnement, alors que justement, la raison d'être de sa présence, c'est d'arriver à trouver un Ça, ouais. positionnement. C'est vachement bien hein, de faire écho comme ça à pourquoi il y a des indicateurs spécifiques et des indicateurs qui le sont. Et on voit bien Voilà. que quand même les Voilà. professionnels ont mis leur nez là-dedans. C'est pas un truc qui est fait comme ça par des gens qui sont déconnectés du réel, je veux dire. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de très construit là. Je comprends bien pourquoi Oui, l'indicateur oui, tout 8 à n'est fait. pas Ouais, dans les bilans. ouais, c'est Bravo. ça. Alors ensuite, je voudrais juste terminer sur deux indicateurs, le 17 et le 18. Dans le 17, c'est sur les ressources matérielles et compagnie. On demande à ce que dans le bilan, il y ait une pièce discrète. Alors, une pièce discrète, c'est pas au fond de la cave, au fond de l'immeuble. C'est juste une pièce où on comprend bien qu'un salarié qui viendrait mobiliser son CPF sans que sa direction soit au courant parce qu'elle envisage de changer de métier, on peut pas faire un bilan avec des fenêtres ouvertes sur la route où éventuellement le patron peut passer et se poser la question qu'est-ce que fait cette personne à cet endroit-là, à cette heure-ci. Donc, on doit avoir une pièce discrète pour faire un bilan de compétences. Donc, quand on est un centre de formation, on doit avoir une salle dans laquelle on peut réunir la personne ou les personnes si on est sur la réunion de lancement et on doit les réunir de telle sorte que la prestation reste discrète et voilà et protégée. Et enfin, je voudrais terminer. Il n'est pas marqué sur ce slide-là parce que j'avais oublié, mais sur le PDF qui sera téléchargé, il y a l'indicateur 18 parce que l'indicateur 18 dit que parle de l'organigramme et dans les textes de loi, il est écrit que on doit quand on fait un bilan de compétences, quand on vend une prestation de bilan de compétences, on doit avoir une organisation spécifique au bilan de compétences. Et c'est là où j'attire une attention parce qu'on est nombreux à faire des actions de formation et des bilans de compétences. D'ailleurs, on a la possibilité de se faire certifier Calliope sur nos actions de formation et les bilans de compétences. Mais dans l'absolu, sur un texte de loi, on doit avoir une organisation spécifique. Et ça rejoint le code déontologique. Lorsque je fais un bilan de compétences, déontologiquement, je ne vais pas aller vendre une formation que je fais derrière. Sinon, c'est trop facile. Oui, tout à fait. Je change de slide, je réponds à des questions en même temps. Alors, oui, change de slide parce qu'on arrive sur quelle voilà, formation. Attends, et je vais juste répondre quand même, faire un petit point rapide sur Calliope, Datadoc, etc. Bien, Datadoc, c'est la réforme de 2014, c'est le décret de 2015 qui ne concerne pas les bilans de compétences. Calliope, Datadoc, c'est vraiment sur les actions de formation et rien d'autre. Donc, Calliope, c'est 4 catégories qui sont les 4 catégories de l'article L6313-1 du Code du travail. C'est 1, action de formation, 2, bilan de compétences, 3, accompagnement VAE, 4, apprentissage. Donc, quand vous êtes certifié Calliope, c'est dans l'une, 2 ou 3 ou 4 de ces catégories. Et quand vous mettrez votre logo Calliope sur vos supports, vous serez obligé de mettre dans quelle catégorie Calliope vous êtes certifié. Donc, si vous voulez faire un bilan de compétences qui soit pris en charge par le CPF, la Caisse des dépôts et consignations vous demandera votre certification Calliope, bilan de compétences. Si vous avez Calliope seulement action de formation, ça ne devrait pas passer.
J'espère avoir été clair. À partir du 1er janvier 2022, parce que mais en attendant, on peut être Datadocké, mais est-ce que Datadoc est capable de répondre à un critère bilan de compétences? Mais tu as raison, c'est 1er janvier 2022, ce que tu dis, ce que je dis. Mais autant s'y mettre dès maintenant, quoi. Hein, surtout qu'une fois qu'on est Calliope, on est Datadoc. T'inscrire sur Datadoc, ça prend 30 Oui, secondes. c'est ça. Alors que faire l'inverse, se mettre dans Datadoc pour faire du bilan de compétences, alors qu'il n'y a rien sur le bilan de compétences dans Datadoc. Ça devient très compliqué. Et en plus, les indicateurs qu'on va mettre en place dans Datadoc ne répondent pas, ou presque pas, aux exigences de Calliope. Donc, il faut refaire le boulot pour le une deuxième bilan fois. de compétences, en tout cas, dans Datadoc. Et même pour les actions de formation, parce que tu as quand même pas mal d'indicateurs qui sont difficilement transposables sur Calliope. Donc moi, le conseil que je donne, c'est si vous n'avez ni Datadoc ni Calliope, ne perdez pas de temps ni d'argent sur Datadoc, passez Calliope. Datadoc, c'est in the pocket. Oui, mais Datadoc est gratuit, nous dit-on. Modulo le temps. Oui. Et Datadoc est gratuit. Le temps qu'il faut pour le préparer, le temps étant de l'argent, ce n'est pas si gratuit que ça en a l'air. Alors déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, je répète, hein, parce que Datadoc, c'était vraiment une dépense. Ça sert à rien, Datadoc. C'était une accumulation de preuves, ça sert à rien. Calliope, c'est une organisation, c'est une mise en action. Donc, si on se contente pas de répondre aux indicateurs et qu'on en profite pour transformer son mode de fonctionnement, ça devient un investissement. Contrairement à. Absolument. Puis il y a aussi cet audit de surveillance qui permet ça, qui dit bon voilà, on est dans quelque chose qui est une dynamique et il faut qu'on montre tous les 18 mois à peu près qu'on a cette dynamique qui est constante et ça nous oblige tous à être dans de l'amélioration continue. C'est le principe d'amélioration continue, c'est la base. Je te laisse continuer sur quelle formation parce que. Ouais, quelle formation? Bah, c'est simple, il n'y en a pas. Voilà. C'est pour ça que vous n'aurez rien de plus. Il n'y a pas de texte qui oblige les formateurs, les consultants d'un centre de bilan de compétences à posséder une formation. D'ailleurs, entre nous, il n'y a aucune formation obligatoire pour faire de la formation. Oui, c'est ça. Alors, oui, ça, c'est la souvent, on parle du FPA, mais non. Alors, ça, c'est le titre de formateur pour adultes va être obligatoire pour faire de la formation. Ça m'étonnerait. Encore une fois, si c'était le cas, on en reparlera lors de la prochaine campagne présidentielle. Si on voit un des candidats nous annoncer ça, et puis après, s'il est élu, il faudra repasser par la voie parlementaire. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'on laisse passer de telles exigences, parce que si cela n'a jamais été fait, je vois pas pourquoi ça arriverait maintenant. Il y a plein de raisons pour que ça ne se fasse pas. Bien, on va pas détailler là-dessus. Donc pas de formation obligatoire pour faire des bilans de compétences. Néanmoins, nous avons dans la salle en particulier Pascal, Sophie Roussari qui fait ça beaucoup, qui forme à la façon de travailler des bilans de compétences avec comme ces formations. On a aussi, quelqu'un l'a signalé, le CNAM qui fait des formations bilan de compétences. Enfin, formez-vous quand même avant de faire du bilan de compétences. Ça me paraît quand même être la moindre des choses. Et dans Calliope, quand même, on vous demande aussi de démontrer que vous êtes aussi, vous, en progression permanente et en évolution permanente avec comment vous mettez à jour vos compétences. Qu'on soit formateur, qu'on soit bilan de compétences, quoi. Bon, et c'est aussi un bien, c'est-à-dire que faut qu'on soit attentif aussi aux évolutions de ce qui nous entoure et c'est plutôt pas mal. Alors en effet, il y a donc c'est l'indicateur combien 22 là qui dit qu'on se met à jour. Alors, il y a la veille pédagogique et la veille techno, il y a le maintien des compétences. Voilà. Et alors il n'y a pas de formation obligatoire. Après, en toute honnêteté, vous utilisez des tests de personnalité, il faut quand même bien savoir les utiliser et les exploiter. 2, quand vous rendez un test de personnalité à une personne et qu'elle se met à pleurer parce que c'est révélateur de plein de choses, la moindre des choses, c'est d'avoir quand même un minimum de formation sur la posture du consultant. Comment être, comment parler, comment dialoguer. Donc, du coup,
même s'il n'y a pas de formation obligatoire pour l'avoir, ça me semble indispensable d'avoir des formations minimum sur, on travaille dans le psychologique, on travaille avec des cas qui sont difficiles. On n'est pas forcé d'être psychologue du travail, mais il faut avoir un minimum de base sur le conseil, l'accompagnement et en psychologie. Quoi. Et puis sur le marché du travail, enfin sur beaucoup de choses aussi quand même. Voilà. Je change de slide du coup. Tu peux changer de slide. Ouais. Sur la durée, quelle est la durée d'un bilan de compétences? Donc on voit de tout. Eh bien, figurez-vous que c'est la seule durée qui est donnée, c'est 24 heures. Vous voulez faire un bilan de 20 heures, de 10 heures, de 4 heures, de 6 heures, vous pouvez vendre un bilan de 4 heures, 6 heures. Après, forcément, la durée va impacter sur le prix. Et ensuite, vous avez des gens qui vont acheter. Donc, voilà. Et il faut que votre prix soit cohérent par rapport à un nombre d'heures. Mais il n'y a pas de durée minimale. Par contre, il y a une durée maximale, 24 heures. Ça, c'est la loi. Et puis en même temps, il n'y a même pas de durée maximale dans le temps. Je n'ai pas encore trouvé les textes qui disent que le bilan devait se faire en 3 mois. Ça, c'est sur l'amplitude du temps. Ouais. Sur l'amplitude. Après, vous avez des financeurs. Vous avez des financeurs qui vont imposer une durée et vous avez des financeurs qui vont imposer une amplitude. Mais réglementairement, non. Ah, c'est intéressant. Hein. D'accord. Slide suivante ou... Et puis, par rapport à ça, il y avait aussi les rendez-vous doivent-ils être individuels ou collectifs? On lit de tout. On lit 100% individuel, collectif. On lit 70% d'individuel, 30% de collectif. Là encore, le ratio, c'était des financeurs qui l'imposaient. Le fonds GESIF, Pôle emploi, qui imposaient qu'il y ait minimum 70% d'individuel. Mais en fait, il n'y a rien de marqué spécifiquement dans les textes de loi. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le Qu'est-ce que tu veux dire par bilan de compétences collectif? En fait, quand on fait un bilan de compétences, déjà, la réunion de présentation, elle peut se faire collectivement. Présenter ce qu'on va faire, comment on va le faire, tout ça. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette réunion de présentation va rentrer dans les heures du bilan ou est-ce que c'est une simple réunion de présentation à l'issue de laquelle les gens oui, parce que le bilan, il est individuel de toute façon. Mais oui, mais on pourrait faire. J'imagine qu'il puisse être collectif, par exemple, dans le cas d'un plan social. Mais même s'il est collectif dans un plan social, vous allez avoir des phases de travail qui peuvent être collectives. Par exemple, je ne sais pas moi, quand les gens partent faire une enquête terrain sur un métier, pourquoi pas faire la restitution de cette enquête terrain devant un collectif qui peut apporter par l'intelligence collaborative des précisions à la personne et tout ça. Donc ça peut avoir du sens. Après, quand il va falloir travailler sur l'adéquation des compétences et du métier ou sur les restitutions des tests de personnalité, il est hors de question de faire du collectif. Donc, et il n'y a pas de ratio là-dessus. Cette idée de collectif aussi. Hein. Voilà. Alors, le collectif est intéressant parce que ça permet d'améliorer son taux horaire. Alors, Pascal, Sophie nous dit l'entretien préliminaire est gratuit et il est fait au moment de la demande, donc individuel. Ouais, mais en fait, l'entretien, il y a deux choses qui se fait. Il y a l'entretien préliminaire où on va définir les objectifs et tout ça. Mais il y a aussi des centres de bilan de compétences. J'ai l'exemple d'une amie que ça lui est arrivé sur Annecy. Elle se rend à un entretien d'information, à une réunion d'information. Elle signe la feuille de présence comme quoi elle est là. Et à la fin, elle s'est retrouvée, on va dire, engagée dans un bilan de compétences de 24 heures alors qu'elle n'avait pas décidé, elle était juste là pour une information. Et puis c'est comme partout, en fait, il y a des margoulins, c'est tout.
Mais l'entretien individuel, c'est un entretien qui va permettre de savoir justement les objectifs. Et puis finalement, est-ce que moi, je suis capable d'accompagner le bénéficiaire dans son bilan et dans sa quête? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le bénéficiaire qui est, par exemple, personne en situation de handicap. Est-ce que cette personne qui vient vers moi en situation de handicap, je vais avoir, moi, les aptitudes et les compétences Indicateur pour 26. l'accompagner? Indicateur 26, et puis dans la version 6, indicateur, ça passe à la moulinette. Mais est-ce que, parce que quand on identifie le besoin du bénéficiaire, certes, c'est pour pouvoir lui proposer la bonne durée, le bon bilan, la bonne formation, ce qu'on veut, mais c'est avant tout pour que moi, je puisse me poser la question, est-ce que je suis capable de lui vendre une prestation pour laquelle je suis capable d'aller au bout? Parce que quel est son besoin réellement à cette personne? Est-ce qu'il va pouvoir suivre les horaires? Est-ce qu'il va pouvoir suivre la présence? Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce qu'il a des contraintes familiales? Et puis est-ce que ce que je lui vends, ça lui convient et c'est pour lui? Donc c'est à la fois, cet entretien, c'est pas juste pour définir le projet financier, c'est pour savoir si on peut signer un contrat et que les deux peuvent aller au bout du contrat sans se finir au tribunal de commerce. D'accord? Et donc, le bilan de compétences, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une question qui disait on ne vous parlait pas trop des bénéficiaires. Mais en même temps, si, parce que quand vous écoutez en tant que bénéficiaire tout ce qu'on vient de dire, c'est ce que doit faire finalement le centre de bilan de compétences. Donc, en tant que bénéficiaire, ça vous éclaire aussi sur tout ce que vous pouvez avoir ou pas. Voilà. Tu disais que même les bénéficiaires sont intéressés à connaître un petit peu le cadre qualité avec Calliope dans lequel on évolue tous et que ça peut aussi donner des repères pour ne pas aussi s'engager auprès de n'importe qui de toute façon n'aurait pas la certification Calliope, il pourrait pas être financé, hein, mais le bilan de compétences. Aussi. Mais ça, c'est dans un... Je vais chercher le câble d'alimentation. Oui. Alors, nous allons pas tarder puisque nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je vois que vous êtes encore 223, donc bravo d'être resté malgré l'interruption de la séance avec David qui avait problème de connexion. Il va revenir. Oui. J'en profite en tout cas pour dire que c'est la fin en tout cas du webinaire hein, et que vous pouvez noter ce webinaire après le webinaire et puis vous pouvez nous contacter. David, vous avez ses coordonnées, vous avez les miennes et puis alors David fait aussi de l'accompagnement Calliope pour les bilans de compétences en particulier. Moi aussi, je fais de l'accompagnement Calliope et puis nous faisons CFS Plus ce webinaire une fois par mois sur la chaîne qui s'appelle donc Qualité et formation professionnelle. Et notre prochain webinaire est dans un mois, le 12 novembre, avec cette fois-ci deux certificateurs Calliope. Donc Laetitia Clanet, qui est la responsable, la créatrice d'un organisme certificateur qui s'appelle Qualitia Certification, et Noël Lemauve, qui est directeur du développement chez un certificateur qui est déjà là depuis un moment, qui s'appelle ICERT. Voilà. Et avec Laetitia et Noël, nous parlerons du nouveau guide de lecture qui vient de paraître, puisque un guide de lecture était, la dernière version était du 28 février 2020, la nouvelle version vient de sortir. Donc, on étudiera un petit peu les implications de ces nouvelles, ces petits ajouts qui, en fait, ne concernent que le handicap. Bon, c'est intéressant. Et puis, on profitera de ça pour voir un petit peu les conditions d'un audit, comment ça se passe, etc. Donc, c'est l'occasion de parler avec des certificateurs de comment se passe un audit de certification Calliope. Ouais, c'est en effet très intéressant parce que même s'il y a un même référentiel, en fait, il y a des textes et puis après, il y a l'interprétation des textes. Et donc, il y a autant d'organismes de certification avec des interprétations qui peuvent varier un petit peu. Et encore derrière, il y a les auditeurs qui peuvent intervenir sur le terrain avec également leur propre perception.
Et parfois leur propre lubie. Et parfois leur propre lubie. Et donc, c'est vrai il faut se mettre à la place de tous les organismes de formation, centres de bilan de compétences, pour lesquels ça ne doit pas forcément être facile de se repérer, parce que mine de rien, c'est un ticket d'entrée, c'est l'avenir qui est en jeu, et c'est pas forcément facile de s'y retrouver dans cette offre pléthorique. Donc, c'est bien aussi de pouvoir faire des, euh, des webinars et suivre comme ça. Voilà. Et en plus, ça leur permet de répondre à un indicateur sur le maintien des compétences. Donc, tu as trouvé ce que tu voulais. Tu voilà. étais parti chercher quelque chose, David? Ouais, c'était mon câble. C'était juste mon câble d'alimentation parce que j'arrivais en bout de. Je croyais que tu étais parti nous de chercher des gâteaux pour qu'on partage des gâteaux pendant. Ouais, mais ça reste un gâteau virtuel, donc je te le donne, tiens. Bon, super en tout cas, David. Merci pour cette heure passée ensemble, très enrichissante, très dynamique et très. Je pense que là, on a un webinaire voilà. Et c'est vraiment l'idée de ce webinaire sur les 4 catégories d'action de développement des compétences qui sont dans cet article L6313-1 du Code du travail. Mais c'est quoi un bilan de compétences? Comme la semaine dernière avec pas la semaine dernière, le mois dernier, nous avons fait sur le thème qu'est-ce que c'est qu'une VAE et qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement à la VAE. Voilà. Ok. Et en tout cas, merci Michel de m'avoir donné la parole. On n'a pas pu répondre à toutes les questions des chats qui sont ici. Il y en a certaines qui me concernent. Donc, comme dans le PDF qui est téléchargeable, vous avez mes coordonnées. Vous avez également, donc si vous voulez m'appeler pour savoir quels sont les tests que j'utilise, qu'est-ce que je fais et tout ça, bah, je suis disponible par mail, par téléphone. Et ben, je vais interrompre du coup. On n'a pas tellement débordé malgré c'est à peu près. On a 11 minutes 48 de retard. C'est à peu près le temps qu'on a perdu pendant la coupure de réseau, mais c'est formidable. Merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Et puis rendez-vous donc dans un mois, le 12 novembre, pour le prochain webinaire. Merci David. À bientôt. Merci à toi Michel. Salut.